Bienvenue à tous dans ce dernier carrefour de l'information de la semaine qui se referme dans quelques minutes seulement dans le titre de ce journal. Le Premier ministre est arrivé à Nairobi au Kenya en fin de journée ce dimanche. Le chef du gouvernement va participer à un sommet de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement qui se tient du 28 au 30 avril 2024. Le Premier ministre est accompagné notamment de la ministre de l'économie, du plan et du développement, Niali Kaba. Le président de l'Assemblée nationale a achevé sa visite de travail et d'amitié en Turquie. Au cours de son séjour, Adama Bictogo s'est rendu au mausolée d'Atatürk où il a déposé une gerbe de fleurs avant de laisser quelques notes dans le livre d'honneur. Il s'est dit impressionné par l'héritage de modernité et de démocratie incarné par Atatürk. Et puis, Ligua Aimé Ludovic de Radio Côte d'Ivoire a remporté le Super Ebony 2023. C'était à l'occasion de la Nuit des Ebonies qui a eu lieu samedi dans la capitale politique Yamoussoukro. Le prix de meilleur présentateur télé est revenu à Hamza Diaby. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé ce dimanche soir à Nairobi, au Kenya. Le chef du gouvernement va représenter le président Alassane Ouattara pour un sommet qui démarre demain lundi. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, un guichet de la Banque mondiale qui aide les pays à faible revenu à travers des dons et des prêts à des conditions avantageuses. Depuis Nairobi, le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien est depuis ce dimanche à Nairobi au Kenya. Sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara, Robert Begré-Mambé vient participer au sommet de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA. Sitôt arrivé, le Premier ministre a accordé une audience à Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. L'idée d'une réunion de ce niveau, en fait, vient de son Excellence Monsieur le Président Ouattara pour l'IDA 20, au sortir de la pandémie de la Covid-19. Il avait convié ses pairs africains et la Banque mondiale à Abidjan pour discuter de la nécessité de tous les partenaires d'accompagner le développement de l'Afrique à travers une mobilisation conséquente de ressources. Ça a été un succès extraordinaire. Donc nous reproduisons la même démarche. Donc la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche. L'IDA, il faut le souligner, est un guichet de la Banque mondiale qui contribue au développement des pays à faible revenu par des dons et prêts à des conditions avantageuses. Nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. L'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. La Banque mondiale, qui salue les efforts de la Côte d'Ivoire, annonce une mission fin juin à Abidjan. Je vous le disais il y a quelques instants, au terme de sa visite de travail et d'amitié en Turquie, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a visité le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk. La sépulture du premier président et fondateur de la Turquie est située à Ankara. Elle est bâtie sur une superficie de 720 mètres carrés, un site hautement symbolique et touristique, vu par nos envoyés spéciaux Moussa Konaté et Adama Kéré. Du haut de ces 72 mètres est bâti sur une surface de 720 000 mètres carrés. Ce monument abrite la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, premier président et fondateur de la Turquie, décédé le 10 novembre 1938. Le mausolée d'Atatürk, situé à Ankara, la capitale de la Turquie, est un lieu symbolique et touristique pour le peuple turc. Présent dans le pays pour une visite de travail, le président de l'Assemblée nationale se rend sur le site. Adama Bictogo procède à un dépôt de gerbes de fleurs. Nous nous sommes d'abord inclinés, la délégation et moi. Ensuite, nous avons visité son musée, qui est l'expression de l'homme, qui nous a permis de connaître l'homme, de voir que c'était un homme de grande personnalité, qui avait une ambition forte pour son pays
Et nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de voir que le président Erdogan est le prolongement donc, du président Atatürk dans sa vision. Nous repartirons d'ici avec le sentiment que les grands hommes ne meurent pas, un peu comme Houphouët-Boigny l'a été pour nous en Côte d'Ivoire. Après la visite du mausolée d'Atatürk, le président Adama Barrow a eu des séances de travail avec Omar Boulat, ministre du Commerce, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Baïkraktar. C'est l'actualité du moment. Le week-end des Ebony a révélé ses secrets. Yamoussoukro, c'est le confrère de Radio Côte d'Ivoire qui est monté sur la plus haute marche du podium. Ligoa et Ludovic a été sacré Super Ebony 2023. Les prix de meilleur présentateur du journal télévisé et de meilleur journaliste télé sont revenus à Hamza Diaby et Kone Bintou Pekele de RTI 1 et RTI 2. Une pratiquement razzia totale réalisée par le groupe RTI. Le reportage de Djeneba Ouattara dans un commentaire de Kader Sogodogo. Celui qui a défilé le plus sur ce podium. J'ai nommé qui doit aimer Journaliste à Radio Côte d'Ivoire, Li Koua Aimé Ludovic remporte le Super Prix Ebony édition 2023. En plus du Super Prix, le lauréat a reçu 4 autres distinctions, dont celui du meilleur journaliste radio. C'est un sentiment de fierté, une immense joie qui m'anime, et cette fierté-là, je la partage avec toute la rédaction de Radio Côte d'Ivoire et l'ensemble du groupe RTI. Je voudrais dire particulièrement merci à tous ses collègues, voilà, pour cette famille que nous constituons au niveau de Radio Côte d'Ivoire. Quant à Bintou Pekele Kone de RTI 2, elle glane 3 trophées, dont le prix Ebony Télé. On voulait le super prix, mais ce qu'on a eu ce soir, c'est vraiment impressionnant. On rend gloire à Dieu qui a permis cela. Je voudrais dire merci au directeur général de la RTI. Et ça rassure qu'il faut travailler, il faut aller de l'avant. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est autour de ces thèmes que les festivités de l'édition 2023 du week-end des Ebony ont eu lieu à Yamoussoukro. Occasion pour le président de l'UNJCI de souligner les conditions de travail des journalistes. Ce plaidoyer ne signifie nullement pas que le journaliste, par notre voix, passerait sous silence ou par ingratitude l'effort soutenu que le gouvernement, sous le magistère éclairé de son Excellence Alassane Ouattara, pour venir en aide aux médias. À travers l'ASDM, des concours importants sont accordés aux médias dans leur ensemble. Monsieur le représentant du Premier ministre, les journalistes entendent un peu plus du gouvernement afin qu'ils puissent remplir convenablement leurs fonctions sociétales. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Il était représenté pour la circonstance par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Koulibaly était entouré de plusieurs personnalités venues soutenir les hommes de presse. Le porte-parole du gouvernement invite les journalistes à plus de professionnalisme. À quelques mois de la prochaine présidentielle dans notre pays, diffuser la vraie information, la bonne information, sur toutes les plateformes et peu importe les outils, doit être votre préoccupation. C'est donc le lieu d'en appeler une fois de plus à votre sens du professionnalisme, votre capacité d'adaptation afin que le politique ne prenne pas le pas sur l'éthique. Pour sa part, le gouvernement, sous le leadership éclairé du président Alassane Ouattara, reste disposé à accompagner l'approche prospective afin qu'ensemble, nous continuions de bâtir une Côte d'Ivoire moderne. Les prix Ebony Presse écrite et Presse numérique ont été remportés respectivement par Faustin Ouman de Fraternité Matin et Elvis Gouza de l'Infodrome. Au nombre des lauréats des prix sectoriels et spéciaux figure Hamza Diaby de RTI 1, Abiba Dambélé Saoué, directrice de l'information des journaux de RTI 1, est nommée présidente du comité de pilotage de la Fondation Noël Ebony.
Et ici, dans le district d'Abidjan, la 6e édition des Journées de l'écologie et des changements climatiques a été lancée dans la commune de Bingerville. Ces journées visent à proposer des stratégies de participation du secteur privé et des collectivités locales à l'action climatique. Le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré-Kona, a appelé à faire la promotion des start-up écologiques nationales. Le compte-rendu de Grace Kando. La réserve naturelle de Dahlia Fleur dans la commune de Bingerville contribue à oxygéner les populations environnantes. D'une superficie de 148 hectares, ce joyau accueille plus de 200 visiteurs par jour. Ce site a été retenu pour le lancement de la 6e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques JIFAC. Ces journées sont une plateforme d'échange et de partage d'expériences dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Les chaleurs sont de plus en plus fortes. Également au niveau des pluies, nous constatons une rareté des pluies et un amenuisement des ressources en eau. Pour faire l'agriculture, on a besoin d'eau. Et cette eau-là vient des pluies qui elles-mêmes proviennent des forêts. Étant donné que nous sommes en train de perdre nos forêts, il est important qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme, aller dans nos régions, communiquer avec nos parents. L'origine de ces journées, c'est apporter des alternatives à nos populations. Nous avons les foyers écologiques, nous avons les reboisements et nous sommes en train de faire des villes vertes. Des journées soutenues par plusieurs partenaires, dont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FICA. Qui dit agriculture, dit développement durable, dit résilience au changement climatique. Cet outil, par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement, a pu être accrédité auprès du Fonds d'adaptation pour le climat. Et à ce titre, nous avons pu mobiliser des ressources pour les producteurs et surtout la formation des agents du ministère à la résilience au changement climatique et surtout à la mobilisation des ressources pour les projets. Selon le rapport national de la Banque mondiale sur le climat et le développement, les impacts du changement climatique pourraient faire baisser le PIB du pays jusqu'à 13% d'ici à 2050. Il est donc plus qu'urgent d'agir et de saisir les opportunités de la finance verte. Les financements verts constituent une opportunité pour lutter contre ce phénomène et réussir notre transition écologique. Il constitue une manière innovante de mobiliser des ressources pour financer nos ambitions. C'est l'occasion pour moi de faire mémoire de l'allocution à la nation ivoirienne de son Excellence M. Alassane Ouattara, le 31 décembre dernier, donnant ainsi le temps d'accorder une place de choix à l'écologie et de faire de la Côte d'Ivoire un hub de la finance verte. Entre autres faits marquants de la 6e édition des JIFAC, remise de prix à une dizaine d'ONG œuvrant pour la protection de l'environnement, sensibilisation des jeunes et enfants sur l'action climatique, marches sportives et parcours à vélo. La 9e édition des Journées internationales de la filière avicole vient de s'achever. L'aviculture moderne ivoirienne, quelle contribution à la politique de l'emploi en Côte d'Ivoire? C'était le thème de l'édition 2024 qui s'est tenue du 25 au 27 avril à Abidjan. Un reportage de Jean-Michel Kouadio dans un commentaire de Léon Bro. De 23 000 tonnes en 2010 à 97 000 tonnes en 2022. La production de viande de volaille connaît une augmentation de 321% pour un chiffre d'affaires de 380 milliards de francs CFA. Ce bond, le fruit d'une synergie d'action des acteurs du secteur, fortement représentés à la 9e édition des Journées nationales de l'aviculture. 3 jours de partage d'expériences, de mise en relation des professionnels, de formation et d'exposition d'intrants avicoles. Notre filière est inscrite dans une dynamique de croissance soutenue depuis 2010, avec une production qui nous permet de renforcer chaque année la couverture des besoins en protéines des populations vivant en Côte d'Ivoire, faisant ainsi de la filière avicole la seule filière des productions animales pour laquelle la Côte d'Ivoire couvre ses besoins par la production locale. Et nous en sommes fiers. Ces journées restent avant tout un cadre privilégié d'échange, mais aussi de formation des producteurs. Nous sommes à 95% de couverture des besoins alimentaires en protéines avicoles. En matière d'œufs, nous sommes pratiquement à 110% de couverture des besoins. Cela prouve l'effort qu'a fait certes le gouvernement pour accompagner les acteurs, mais qu'a fait les acteurs pour combler ce déficit qu'on avait constaté il y a de cela quelques années.
En 12 ans, le secteur avicole ivoirien, c'est 280 000 emplois et une production d'1,7 milliard contre 600 millions auparavant. Un mot de culture à présent et revoilà le festival international du Djegele. Pendant une semaine, la population de Boundiali vont vivre au rythme du balafon. La cérémonie de lancement a eu lieu hier samedi au centre culturel de Boundiali. Colloques, conférences, débats et concerts seront au menu de cette 8e édition qui se tient du 27 avril au 4 mai prochain. Le compte-rendu d'Issachona Yeo. Boundiali, capitale de la Bagoué, aux couleurs de la 8e édition du festival Djegele. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous culturel est marquée par le traditionnel concours de beauté Yawolo. Voilà, pour une première expérience, élu Miss Yawolo, c'est déjà un grand pas vers la réalisation de mon rêve. Je projette me présenter, si Dieu le veut, à le concours de Miss Côte d'Ivoire avec le temps. Le festival Djegele est l'occasion de valoriser le balafon, instrument commun à 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Le balafon, c'est un instrument qui ponctue la vie du peuple sénégalais, de la naissance à la mort. Le Djegele est très prescripteur pour le Bagoué. Le Djegele, c'était un produit de qualité, de premier ordre, qui fait en sorte que notre région soit connue. C'est une très bonne chose. La culture est fondamentale. Pour le ministre Bruno Koné, président du conseil régional de la Bagoué, le balafon est l'essence du peuple Sénoufo. C'est pourquoi il a demandé sa pérennisation. L'une des choses qui caractérise le plus le Sénoufo, c'est le balafon. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous caractérise. C'est quelque chose qui est dans notre culture, c'est quelque chose qui est dans notre âme, qu'il nous faut préserver si nous voulons demain que nos enfants puissent continuer à dire fièrement qu'ils sont sénégalais. Par des festivals comme celui-ci, il faut le préserver en fabriquant du balafon sur place ici, en faisant également un élément commercial. Nous sommes la terre d'origine du balafon. Le Djegele vient de chez nous. C'est sa terre de naissance. C'est la raison pour laquelle notre Djegele festival se justifie fortement. C'est à nous de cultiver les qualités morales et musicales que contient le Djegele. Personne d'autre ne devrait pouvoir le faire autant que nous. Le festival Djegele qui a ouvert ses portes ce samedi 27 avril prendra fin le 4 mai prochain. Il affichait un état de dégradation avancé depuis 2 décennies. Le centre culturel d'Odiéné, réhabilité en 2023 par le conseil municipal, vient d'être livré aux populations. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire Nassene Batouré et du président du CESEC, au patron de la cérémonie, Khalil Dumandé. Il renaît de ses cendres après de longues années passées dans l'agonie. Le centre culturel d'Odiéné, complètement relooké par le conseil municipal, se présente fièrement dans ses nouveaux apparats. Baptisé Centre culturel H. Camara en hommage à un grand homme de théâtre disparu, l'édifice est inauguré par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaolé. Elle, en tant que fille de feu Camara H, c'est forcément un honneur de voir son nom se perpétuer de génération en génération, que les générations nouvelles sachent aujourd'hui qui a été Camara H et que ça soit une motivation pour les jeunes. Oui, on va beaucoup s'épanouir ici. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. On va danser au niveau des danses traditionnelles surtout. Un peuple sans culture est un peuple qui va mourir tout doucement. Donc rénover ce centre culturel, c'était une très très bonne chose. Bâti sur une superficie d'environ 1 hectare, l'infrastructure rénovée comporte un bloc administratif, un vestiaire, 2 blocs sanitaires et une salle de spectacle de 500 places. L'équipement total de façon moderne de ce centre était nécessaire. C'est une région qui regorge
de beaucoup de diversité culturelle. Nous avons beaucoup de talents et il fallait réhabiliter pour que cet espace soit une opportunité pour les jeunes et un espace aussi pour former la jeunesse, pour leur donner l'opportunité de réussir. On félicite Madame le maire d'avoir inscrit ça dans son programme et d'avoir vraiment réaménagé à la grande satisfaction de nous tous ce centre culturel qui va permettre de faire des représentations théâtrales et faire tout ce qu'on veut pour vraiment le développement. Tiken Jaffa Koli, Alpha Blondy, Afou Keïta, Fadaldé, autant d'icônes de la musique ivoirienne qui font aujourd'hui la fierté de la ville d'Odiéné. Le président du CESEG, Eugène Akaolé, émet le vœu de voir ce nouveau joyau contribuer à la promotion de jeunes talents et au renforcement du positionnement culturel d'Odiéné. Je demeure persuadé que le bel édifice que nous inaugurons ce jour contribuera à mettre en lumière la richesse de la culture propre aux Odiénékas et favorisera l'éclosion de talents originaux. À voir cette œuvre, on ne peut qu'être rempli de fierté et se rendre compte de la dimension que veut donner à la commune Madame le maire. Le centre culturel d'Odiéné a été construit en 1985. Sa réhabilitation a été entreprise en 2023. Il est le plus grand centre culturel de la région du Kabadougou. Direction la capitale française avec l'édition 2024 de Bonjour Paris à la Maison de la Mutualité au cœur du quartier latin. Le spectacle a connu un véritable succès. Au contact de la diaspora ivoirienne, les humoristes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Le directeur général de la RTI et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France étaient également de la fête. On retrouve notre envoyé spécial à Paris, de Madongui, Konepa Gassoro. Paris, Ivry-sur-Seine. Humoriste et équipe de production de l'émission Bonjour en pleine séance de travail. Au centre des échanges, répétition, mobilisation et stratégie de communication autour de ce grand rendez-vous humoristique de la RTI, Bonjour Paris. Quand la Côte d'Ivoire a gagné, il a sauté sur le président. Et puis il y a quelqu'un qui est venu tirer, dit non, ici c'est notre président, on fait tout ce qu'on veut. Si on veut, on embrasse, si on veut, on n'embrasse pas. La stratégie trouvée. Alors, direction Château Rouge et Château d'Eau, boulevard Strasbourg. Une fois arrivés, humoristes et artistes chanteurs en contact avec la diaspora. Distribution de flyers et l'approche de bouche à oreille utilisée pour les inviter à se déplacer nombreux à la Maison de la Mutualité. Certains très heureux de voir leurs humoristes préférés profitent pour prendre des photos. D'autres, séduits par leur présence, prennent automatiquement des passes. D'autres encore très motivés ne veulent pas se faire compter cette 4e édition de Bonjour Paris. C'est le cas de la cofondatrice de Koyaka Market. Je suis ravie de voir toute la Côte d'Ivoire chez moi, surtout la RTI, c'est un plaisir. En plus des Ivoiriens, de nombreux fans de Bonjour des autres pays africains vivant à Paris. Au niveau de la Côte d'Ivoire, moi j'aurais remarqué, c'est devenu le centre des humoristes. En tout cas, vraiment, c'est un centre de qualité parce que quand je vois les émissions des humoristes au niveau de la Côte d'Ivoire, moi je suis du Congo, mais c'est pas le même niveau. Hein. Oui, c'est sûr. J'avais un autre programme, hein. Mais bon, on sera là. Autre lieu de sensibilisation, le métro. Faut rien. Sortis du métro, humoristes et équipes de production se sont rendus à Paris Saint-Germain Academy dans le 93 300 pour un match de gala qui va les opposer à la jeunesse ivoirienne de Paris. Amis sportifs, bonsoir. Le match de gala qui oppose les humoristes ivoiriens face à l'équipe de France, c'est-à-dire les jeunes ivoiriens qui vivent ici en France. Vous jouez face aux comédiens. Oui, on est appelé. Bien sûr. Bien bon. Ça va, attends là. Ouais. Oui. Ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, on est chaud là. Ouais. On est chaud là parce que là, on doit faire un grand match. Le coach a dit. Tu joues à quel poste? Eh ben, je joue partout. Hein. Okay. Voilà, le coach a dit qu'il faut marquer des buts, que ce soit dans notre camp comme dans le camp de l'ennemi. Il faut marquer quand même. Le groupe RTI, vous savez, ce qu'on disait là, la coupe c'est chez nous. Ça vient de notre laboratoire. C'est pour dire qu'on est toujours en train de créer. Et c'est ça. Le coup d'envoi à peine donné que le coach de l'équipe humoristique, Wallace, est dans tous ses états. Je vais faire sortir 2 joueurs là.
Et on va sortir de... Ben à 11 là, on peut pas, on va gagner trop. Il faut qu'on joue à 9. Le mécontentement du coach approuvé par les supporters et par les responsables de l'équipe, le directeur technique et le directeur de la production de la RTI. Au revoir. Le roulou. Oh! Un match qui, malgré le score de parité, n'a pas été du tout aisé pour l'équipe des humoristes. Ça n'a pas été facile. On donne le meilleur de nous pour que le pays soit heureux. Là, je viens de mettre un but et je compte sur mes coéquipiers pour la suite. Venez, bouche à bouche, j'attends. Cette rencontre footballistique s'est jouée dans un esprit fair play et dans une ambiance cordiale, conviviale et fraternelle. Retour ici chez nous avec ce communiqué du ministère des Transports relatif à la recrudescence des accidents de la circulation, un communiqué lu par Abou Sanogo. Depuis quelques semaines, il est constaté une recrudescence des accidents graves de la circulation. Le samedi 20 avril 2024, c'était à Kounfao avec 13 tués et 9 blessés. Et ce samedi 27 avril 2024, c'est encore à Abengourou et à Abidjan, sur l'axe Adjamé-Yopougon, que nous enregistrons d'autres graves accidents de la route occasionnant au total 2 tués et 13 blessés. Face à cette situation, le ministre des Transports présente ses condoléances aux familles des victimes décédées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le ministre informe par ailleurs l'opinion nationale que dans le cadre de l'application des sanctions, les dispositions suivantes ont été prises. 5 des 6 conducteurs impliqués dans ces accidents ont été interpellés par la police nationale et seront mis à la disposition de la justice dès le lundi 29 avril 2024. Le 6e conducteur en fuite est recherché. Une enquête est ouverte sur l'état des véhicules ainsi que leur contrôle technique pour, au besoin, situer la responsabilité des structures ayant délivré des attestations de contrôle technique aux véhicules impliqués dans les 3 accidents. Les responsables de 2 structures de contrôle technique automobile ont été invités à se présenter dès demain à la préfecture de police d'Abidjan, accompagnés des agents commis au contrôle des véhicules impliqués. Par ailleurs, le fonds de garantie automobile a été saisi à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour une meilleure prise en charge des blessés. C'est le lieu d'inviter les populations, les usagers de la route en particulier, à s'abstenir d'emprunter les véhicules vétustes ou en mauvais état. On ouvre maintenant les portes de l'actualité internationale, une sélection de Souleymane Donisongou dans le 7 sur 7. Une hécatombe en mer, au large de Djibouti. Au moins 38 migrants, dont des enfants, ont péri ce lundi dans un naufrage. L'embarcation transportait 77 personnes au large des côtes du pays. Il s'agit du 2e incident de ce type en 2 semaines. À partir de juillet 2024, les demandeurs d'asile entrés illégalement en Grande-Bretagne vont être expulsés vers le Rwanda. Le Parlement britannique a voté mardi les projets de loi autorisant ces expulsions. Les défenseurs des migrants ont cependant promis de poursuivre la lutte contre cette décision du Parlement. En Égypte, les représentants de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire, mercredi, pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans cette région. Cette réunion intervient après que les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution qui aurait ouvert la voie à l'adhésion à part entière de la Palestine aux Nations Unies. Suite à la démission officielle du Premier ministre haïtien Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition d'Haïti, pays plongé dans le chaos, a prêté serment jeudi. Composé de 9 membres, dont une femme, le Conseil a été mis en place par la communauté des Caraïbes à la suite d'une réunion d'urgence afin de faire face à la crise haïtienne. Il y a 30 ans, des millions de Sud-Africains se rendaient aux urnes pour voter lors des premières élections démocratiques du pays, après des années de domination de la minorité blanche qui a privé la communauté noire du pays de ce droit fondamental. Aujourd'hui, l'heure est à la commémoration de ces 30 ans d'élections libres. Les autorités militaires au pouvoir au Mali ont procédé à la suspension des activités des partis et associations à caractère politique et l'interdiction aux médias de couvrir leurs activités. La Cour constitutionnelle du Mali se déclare incompétente pour examiner une plainte visant l'annulation de cette décision.
Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 34 454 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. En 24 heures, au moins 66 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère qui fait état de 77 575 blessés en plus de 200 jours de guerre. Et voilà, on ferme tout, on éteint les lumières et on se dit à très vite sur RTI1. Bonsoir.